bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous suivre sur DTV, les titres de ce journal. Campagne arachidière 2017-2018, 600 000 tonnes d'arachides collectées et 40 milliards de francs CFA d'intrants et de subventions. Le gouvernement se réjouit des performances enregistrées. Force paysanne et Raziac demandent à l'État de faire mieux les années à venir. France Dégage compte tenir un sit-in devant le ministère du Commerce après le Ramadan. Sa manifestation d'aujourd'hui n'a pu se tenir à cause d'une note préfectorale. Par ailleurs, la plateforme fustige l'implantation excessive de Auchan dans le pays. Le comité pour le désenclavement de la zone de Kalounaï exige des pistes rurales de qualité et demande à l'État de respecter ses engagements. Ses membres soutiennent que la zone ne pourra se développer sans des infrastructures dignes de ce nom. Ils interpellent le gouvernement. Le président du CNG sur un terrain glissant, les lutteurs veulent être édifiés sur la destination de l'argent ponctionné sur le reliquat. Le président des lutteurs en activité soutient qu'ils sont en droit de demander des comptes. Le journaliste Malik Tchaoun juge maladroite la sortie d'Al-Unsar. Le gouvernement se félicite du bon déroulement de la campagne arachidière 2017-2018. On enregistre une manne financière de 40 milliards de francs CFA en termes d'intrants et de subventions. 600 000 tonnes de graines d'arachide ont été collectées. Affirmation du porte-parole du gouvernement. Seydou Gueye informe que l'État a débloqué 5 milliards de non-francs pour le paiement de la dette due aux opérateurs. Les précisions de Code Ndiaye. La campagne arachidière s'est déroulée dans de bonnes conditions. Telle est la conclusion du gouvernement du Sénégal. 600 millions de tonnes de graines d'arachide collectées, suffisant pour le porte-parole du gouvernement de parler de la campagne de tous les records. Cette campagne de tous les records a été adossée à un budget exécuté au-delà de 40 milliards pour la prise en charge des besoins exprimés, besoins en intrants, en engrais, en équipement, en protection phytosanitaire, à travers le système qui a été mis en place. Un deuxième aspect a été passé en revue dans ce bilan de la campagne 2017-2018. Il est lié à la commercialisation. Et il peut être esquissé de façon suivante qu'au titre de la collecte arachidière, au 2 mai, nous avons collecté près de 600 000 tonnes, dont la moitié a été acheté par les huiliers. Le secrétaire général du gouvernement annonce par ailleurs le démarrage du paiement de la dette due aux opérateurs, 5 milliards de francs CFA, soit 1 milliard par jour. Pour la dette due aux opérateurs, le ministre de l'économie et des finances a expliqué les contraintes qui étaient liées à l'exécution des engagements et il a mis en exergue les solutions qui sont déjà en œuvre. Et parmi celles-ci, la plus essentielle, il faut retenir que la dette n'est pas la dette de l'État, mais c'est la dette de la Sonacos. Et un système a été mis en place pour un paiement qui a déjà commencé à raison d'1 milliard par jour en attendant la mobilisation des ressources dont les engagements ont été consignés dans un protocole avec la BID. En plus de la bonne pluviométrie, le gouvernement du Sénégal doit cette réussite à l'engagement de l'État en termes d'intrants et de subventions. Qu'au-delà de la bonne pluviométrie, dont Allah nous a grantifié pour cette campagne qui a été sous revue, il convient de consigner quelques facteurs clés explicatifs du changement de statut de notre agriculture qui, comme je l'ai dit à l'origine, d'un moteur de croissance est en train de prendre la place d'une locomotive de notre croissance. Il y a parmi ces facteurs clés la mise à disposition à temps des facteurs de production, l'élévation continue du niveau de mécanisation qui permet d'augmenter de façon substantielle les productions dans toutes les spéculations et d'augmenter dans le même mouvement les superficies emblavées. Il y a également une meilleure maîtrise de l'eau qui est aujourd'hui un acquis. L'État du Sénégal se projette déjà vers la campagne 2018-2019. Il promet un renforcement des efforts pour une agriculture productive. Le président des forces paysannes, Aliou Dia, et la présidente du Raziac, Karim Baké, ont salué les efforts consentis par l'État pour la bonne tenue de la campagne arachidière. Ces acteurs invitent l'État à anticiper sur les prochaines campagnes afin que les opérateurs puissent disposer à temps de fonds pour une bonne campagne arachidière, suivant respectivement Aliou Dia et Karim Baké au micro de notre reporter. Nous nous retrouvons bien de l'enveloppe qui a été dégagée, à savoir que c'est la reconduction de l'enveloppe de l'année dernière. Donc nous demandons au gouvernement que cela soit respecté.
L'année dernière, on parlait tantôt de 48 milliards, mais ce qui a été décaissé, disons-nous, c'était à peu près 42 milliards. Mais en fait, si on reconduit cette enveloppe, et nous sommes rassurés, et nous pouvons compter effectivement avec l'appui effectivement du gouvernement, et si Dieu nous accompagne, nous ferons effectivement les mêmes records. Les mesures prises nous permettent de garder l'espoir, et surtout que le gouvernement a pris l'engagement d'accompagner la Sonacos pour pouvoir payer les dettes des opérateurs et les dettes vis-à-vis des banques. Nous rendons grâce à Dieu et remercions le président Macky Sall qui a créé une plateforme pour regrouper les huiliers. Elle a démarré depuis le 13 mars, donc nous voulons rassurer les paysans. La campagne est prolongée jusqu'au 25 mai. Et on espère que toutes les graines seront achetées. Autre point phare de l'actualité, la plateforme France Dégage ne digère pas l'interdiction de sa manifestation de ce mardi. Ses membres comptent durcir le ton après le Ramadan. S'ils n'ont pas d'écho favorable de la part du ministère du Commerce, ils menacent de tenir une grande manifestation avec ou sans autorisation. Par ailleurs, la plateforme fustige l'implantation excessive de Auchan au Sénégal. Elle appelle aussi au boycott de l'autoroute à péage pour dénoncer les manquements. Les détails, Ndeye Fatimlo. Elle avait déposé une lettre d'information au niveau de la préfecture de Dakar pour faire part de sa manifestation devant le ministère du Commerce ce matin. Une manifestation qui a été interdite et est jugée comme une menace de trouble à l'ordre public. La plateforme France Dégage déplore cette décision du préfet de Dakar. Il risque d'infiltration par des individus mal intentionnés, entrave à la libre circulation des personnes et des biens, tentative de discréditation des institutions. Nous ne pouvons pas accepter d'être dans un pays où on opprime le peuple, interdire à ceux qui s'y opposent de pouvoir manifester. La plateforme avait initié cette manifestation pour dénoncer entre autres les APE signés en 2014 et la prolifération des supermarchés Auchan à travers les artères de Dakar. Selon elle, cette dernière réduit les possibilités d'emploi des jeunes. Un accord qui va faire perdre 240 milliards de francs CFA par an à l'État du Sénégal. Auchan a un plan d'implantation de 160 magasins au Sénégal. Nous estimons que Auchan va tuer les commerces et petits commerces de ce pays. France Dégage déplore la mort accidentelle de l'artiste Papis Mbalo. La plateforme clame haut et fort qu'elle avait déjà sonné l'alerte dès la création de cette autoroute à péage, surtout concernant la cherté des tarifs. Papis Mbalo n'est que la énième victime de cette autoroute à péage néocoloniale. Nous, France Dégage, ou du moins nos organisations, n'ont pas attendu la mort de Papis Mbalo pour dénoncer. On pille nos ressources à travers les prix hors de coût qui sont pratiqués dans cette autoroute à péage. Aujourd'hui, France Dégage a décidé de ne pas braver l'interdiction du préfet de Dakar. Cependant, elle prévoit une grande manifestation avec ou sans autorisation devant le ministère du Commerce après le Ramadan. En attendant, elle appelle les organisations et les concitoyens à manifester et à boycotter l'autoroute à péage dans les jours à venir pour la sécurité, l'éclairage et la réduction des tarifs de cette autoroute. Direction Darou Mousti, l'édition 2018 du Magal a battu un record d'affluence, mais le dispositif mis en place a permis d'enregistrer moins d'accidents. Toutefois, 2 personnes y ont perdu la vie, plusieurs dégâts matériels enregistrés. Les promesses de l'État ont toutefois été réalisées à 100%. Les autorités religieuses de Darou Mousti l'ont fait savoir en marge de la cérémonie de lancement des travaux de modernisation de la cité religieuse dont l'arrêt a été effectué depuis 1 an. Nous rejoignons Elhaj Modougueye. Après le grand Magal de Darou Mousti, place à l'évaluation. Les autorités religieuses de la localité ont profité d'une cérémonie de lancement des chantiers de l'État pour dresser un bilan de l'édition 2018. Après évaluation, 2 personnes qui circulaient à bord d'un vélo-taxi ont perdu la vie. Nous prions pour le repos de leur âme. Nous remercions et confirmons que tout s'est bien passé pour cette édition 2018. En perspective du prochain Magal,
Une nouvelle résidence des hôtes de marque sera construite et réceptionnée par l'État du Sénégal. Elle entre dans le cadre du projet de modernisation des cités religieuses. C'est un bâtiment sur 3 niveaux. Il y a un rez-de-chaussée qui comprend une salle polyvalente, une salle de conférence, donc qui ont respectivement comme surface une centaine de mètres carrés sur 100. Aux étages, on a une distribution identique. Chaque étage comprend une dizaine de chambres, dont une suite. Il y a une séparation entre l'hébergement des hommes et des femmes, cause pour laquelle il y a eu 2 entrées, 2 escaliers qui vont du rez-de-chaussée jusqu'aux 2 étages. Le retard du démarrage des travaux de Darou a suscité moult spéculations. Le chef du village coupe court à la rumeur. Beaucoup de gens disaient que les chantiers de Darou Mousty ne seront pas réalisés par Macky Sall. Ils ont tort aujourd'hui. Je ne sais pas où, mais ici à Darou, toute la population lui décerne un satisfecit. Pour l'annoncer en titre, le comité pour le désenclavement de la zone de Kalounaï exige de l'État le respect de ses engagements et de poursuivre les travaux sur les routes. Ses membres soutiennent que la zone ne pourra pas émerger avec des pistes rurales de mauvaise qualité. Par conséquent, ces étudiants et ressortissants de Kalounaï entendent porter le combat pour que des solutions soient trouvées à ces maux. C'était en présence de Adjara Ndiaye. Le comité pour le désenclavement de la zone de Kalounaï est plus que jamais déterminé à sortir leur terroir de son enclavement. Vu que les études techniques et impact environnemental et social sont déjà faites et le financement stabilisé, le comité exige de l'État la poursuite des travaux des routes. Le CDK reste très inquiet du fait que l'appel d'offres n'est pas encore lancé. La date de démarrage des travaux est inconnue. Ces villages de l'intérieur, de par leur niveau d'enclavement jamais égalé, posent un réel problème de mobilité, aussi bien pour les personnes que pour leurs biens. Pour atteindre les objectifs d'amélioration de l'accessibilité de ces localités et d'accroître la productivité agricole dans les filières agricoles ciblées en faveur des jeunes et des femmes, il faut que les pistes de production citées soient prioritairement construites en urgence. Ces étudiants et ressortissants de la zone comptent mener le combat jusqu'à ce qu'ils obtiennent gain de cause. Les autorités ont fait ce qu'elles devaient faire et elles continuent quand même à le faire. Elles ont écrit, elles ont parlé, elles ont plaidé, mais jusqu'à présent, rien n'a changé. Qu'on n'obtient pas gain de cause, on ne reculera pas. On sera toujours quand même des avant-gardistes quand même, des populations de Kalouna, des avant-gardistes pour désenclaver Kalounaï. Kalounaï est une zone située dans le département de Bignona. Chaque année et à chaque période de récolte, des centaines de tonnes de produits agricoles pourrissent sur la route en ralliant Dakar ou les autres régions, à en croire le comité. D'ailleurs, il encourage avec regret l'État et ses partenaires financiers à respecter leur engagement. Intéressons-nous à présent à la 22e édition de la Semaine nationale de l'école de base. Kolda a abrité la cérémonie de lancement. Toutes les activités ont été axées sur la culture et la consolidation des valeurs civiques. Le ministre de l'Éducation nationale en a profité pour faire le point sur les 7 milliards consacrés à son département. C'était à l'issue du Conseil des ministres décentralisé à Kolda en 2013. Serigne Mbaye Thiam a annoncé d'importantes réalisations et incite les élèves au culte de l'excellence. Mohamed Diallo était de la partie. Le stade régional de Kolda, archi-comble. Un moment d'intense communion entre élèves et leurs ministres de tutelle. Cette semaine nationale de l'école de base revêt un cachet particulier, comme indiqué dans le thème, pour la consolidation des valeurs civiques, l'école et les forces de défense et de sécurité au service de la nation, laquelle s'identifie à travers son hymne. Au ministre de l'Éducation de dispenser la leçon d'instruction civique. Au-delà donc de nos différences, au-delà des particularités régionales, ethniques, religieuses qu'il y a, nous, par ces gestes de montée des couleurs de l'hymne national que nous avons chanté ici, avec la levée des couleurs, nous montrons que le Sénégal est un et indivisible.
En 2013, Kolda abritait le Conseil des ministres délocalisé. Une somme de 7 milliards 700 millions y était allouée à l'éducation. Ont permis de construire 896 salles de classe à l'élémentaire et au moins 16 écoles élémentaires complètes dans le cadre du projet d'appui à l'éducation de base et 16 écoles élémentaires complètes et 13 collèges que nous avons eu à construire aussi. À l'heure où je vous parle, les daara modernes sont en train d'être construits ici dans la région de Kolda. Par ailleurs, les meilleurs élèves et membres de l'administration de Kolda ont été primés par le ministre de l'Éducation, Serigne Mbaye Thiam. Et pour joindre l'utile à l'agréable, Kolda a fait étalage de toute sa diversité culturelle, le tout dans une ambiance bon enfant. Restons à Kolda, le ministre de l'Éducation nationale a aussi salué l'engagement des enseignants, notamment ceux qui exercent dans les zones les plus reculées du pays. Serigne Mbaye Thiam affirme que d'ici 3 ans, les abris provisoires ne seront plus qu'un mauvais souvenir à Kolda. Le voici au micro de notre reporter. En ce qui concerne maintenant les perspectives, à l'heure où je vous parle aussi, l'inspecteur d'académie me l'a confirmé ce matin. La première phase du programme de résolution des abris provisoires a démarré ici à Kolda. Ici à Kolda, des chantiers sont en cours pour le programme Zéro abri provisoire du Sénégal dont le lot 1 a été lancé récemment à Tambacounda. Parce que d'ici 3 ans, les abris provisoires seront un mauvais souvenir. Je voudrais donc qu'on puisse garder confiance en notre système éducatif, qu'on puisse garder confiance à tous les acteurs du système éducatif, au premier rang desquels les enseignants. Les enseignants que nous avons honorés ce matin en leur donnant des diplômes montrent que dans notre système éducatif, il y a des enseignants, et c'est la majorité, c'est la quasi-totalité des enseignants qui sont engagés pour le développement de leur pays. Le développement de Salémata préoccupe les ressortissants de cette localité. Le patron d'ArcelorMittal Afrique de l'Ouest, Ousmane Sylla, par ailleurs leader des forces citoyennes pour le progrès, a tenu à l'occasion des journées culturelles et sportives du lycée de Salémata à interpeller l'État. Il demande un accompagnement des agriculteurs de la région. Par ailleurs, ces populations s'engagent à réélire le président Macky Sall avec 98%. C'est ce qu'ils ont confié à Mansour Sow. L'ambiance des grands jours, Salémata a mis les petits plats dans les grands pour accueillir un digne fils du terroir. Ousmane Sylla, leader des forces citoyennes pour le progrès, s'engage à réélire le chef de l'État, le président Macky Sall, dès le premier tour. Notre objectif aussi, c'est la réélection du président de la République, Macky Sall, dès le premier tour. Et je suis sûr qu'aujourd'hui à Salémata, nous allons avoir des plébiscites. Nous allons élire le président Macky Sall avant 12 heures, presque à 98%. Cette tribune a servi de cadre d'expression aux populations à majorité paysanne. Elles veulent plus d'accompagnement dans les projets de l'État, notamment avec cette nouvelle dotation de tracteurs. Et nous attendons quand même parler des tracteurs, des 1000 tracteurs venant de l'État. Nous nous demandons simplement où est notre part. Nous attendons notre part avec impatience et j'espère que le président de la République ainsi que Mariam Faye Sall va nous aider à ce que Salémata, que ce soit Kédougou, soit aujourd'hui au rendez-vous parce qu'il y a eu beaucoup de tracteurs qui sont passés et on n'a pas vu beaucoup de soins. Ousmane Sylla, par ailleurs directeur d'ArcelorMittal Afrique de l'Ouest, présidait les journées culturelles et sportives de Salémata. Il a tenu à appeler les cadres de Kédougou à l'unité pour le développement de leur localité. Le conseiller Youssou Touré n'est plus coordonnateur du réseau des enseignants républicains. Il s'est retiré et a demandé au président Macky Sall de confirmer Ahmad Suzanne Camara au poste de coordonnateur du réseau des enseignants républicains. Toutefois, Youssou Touré confie qu'il est toujours militant de l'APR. Il a d'ailleurs promis d'œuvrer pour la réélection du chef de l'État pour la présidentielle de 2019. Il s'exprime au micro de Abdoulaye Wanyanga. En ce qui concerne la structure des enseignants, j'ai rempli pleinement la mission qui m'a été confiée. Donc, nous nous sommes battus
ce n'était pas évident. Nous nous sommes battus aux côtés du président du parti à l'époque. Et nous n'avons jamais failli, nous n'avons jamais reculé. Youssou Touré n'a jamais trahi, n'a jamais tourné le dos, n'a jamais fui les problèmes. Je suis dans la paire, je reste dans la paire. Et personne ne peut m'exclure de la paire. Je suis l'âme. Je suis ministre conseil, je reste ministre conseil. Voilà. Ouais, je suis ministre conseil, je resterai ministre conseil. Donc, par rapport à cette... Parlons santé. À présent, les 19e journées médicales de l'hôpital principal de Dakar. Cette année, elles revêtent un caractère particulier. Elles sont organisées conjointement avec le 11e congrès régional panafricain de médecine militaire du Comité international de médecine militaire. Cette tribune se tient pour la première fois au Sénégal. L'accent est mis sur les cancers dans les pays en développement et la médecine militaire face aux nouvelles menaces. Les éclairages d'Élodie Guillot. Ensemble, pour une même cause. L'hôpital principal de Dakar et le Comité international de médecine militaire vont s'unir et échanger du 11 au 13 mai pour améliorer la qualité des soins dans les structures sanitaires. Des échanges qui vont s'articuler autour des 19e journées médicales de l'hôpital principal et du 11e congrès régional panafricain du Comité international de médecine militaire. Pourquoi ces journées? D'abord, l'hôpital, en tant qu'hôpital d'instruction des armées, a une mission de service public hospitalier, de soutien des forces de défense et de sécurité, mais également l'hôpital a des missions de recherche et d'enseignement, en dehors de ces missions, en plus de ces missions de soins. Le cancer et la médecine militaire face aux menaces, des thèmes primordiaux qui seront l'objet des discussions. Le cancer est un nouvel enjeu sanitaire, c'est un problème de santé publique majeur. En Afrique, les moyens sont limités, les ressources sont limitées. Nous devons essayer de réfléchir sur le cancer pour trouver des solutions adaptées à notre contexte socio-culturel avec un coût accepté. Le deuxième thème qui sera abordé, c'est la médecine militaire face aux nouvelles menaces. Les nouvelles menaces sanitaires s'expliquent par le contexte international. Vous savez qu'aujourd'hui, l'ennemi a changé de visage et les menaces sont transfrontalières. Cette année, 700 participants et conférenciers sont attendus, venant de différents pays d'Afrique, d'Europe et d'Amérique. À Monde économie, dans cette édition, plus de 2/3 des entreprises sénégalaises sont compétitives. Révélation faite par le rapport Deloitte publié ce lundi. Selon cette étude, les entreprises ont une haute estime de leur compétitivité. Deloitte annonce également que le coût du financement est l'un des problèmes majeurs des entreprises et le capital humain apparaît comme le facteur qui permet de gagner plus en compétitivité, nous dit Djibissa Johnny. 2018, année rude en matière de compétitivité des entreprises sénégalaises. C'est du moins ce qui ressort de l'étude publiée par Deloitte. Cette dernière informe qu'au moins 70% des entreprises ont placé des projets de compétitivité au cœur de leur stratégie. Alors le premier résultat à noter, c'est que plus des 2/3 des entreprises, donc 68%, s'estiment comme étant compétitives. Et on a 1/3 des entreprises qui disent ne pas être compétitives, voire pas du tout compétitives. Deloitte annonce que les entreprises sénégalaises ont une haute estime de leur compétitivité, l'accès au crédit. Problème. C'est d'abord le coût du financement. Ça, c'est le premier point qui est ressorti vraiment de façon saillante. Le deuxième point, c'est le manque de subventions. Et le troisième point, c'est le haut niveau d'impôts et de taxes. Les initiateurs n'ont pas manqué de revenir sur les techniques et méthodes appliquées pour faire cette étude. Une étude qui montre également que le capital humain apparaît comme l'un des facteurs qui permettent de gagner plus en compétitivité. Et nous en venons à la page sport. Rien ne va entre le CNG et les lutteurs. Les derniers cités ne tolèrent plus les ponctions faites sur leur cachet. Le président du CNG, Alioune Sarr, menace de faire des révélations, des propos qui ont envenimé la situation. Le journaliste Malik Thiandoum juge déclaration du président du CNG maladroite. Le président des lutteurs en activité pour sa part soutient qu'ils sont en droit de demander des comptes sur la destination de cet argent qui est pris des lutteurs. Un travail d'Ibrahim Fall. Le monde de la lutte, secoué par une crise interne, les lutteurs en activité en croisade contre le Comité national de gestion de la lutte sénégalaise, les sanctions infligées aux lutteurs, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. On est vraiment déçus.
ces paroles ne sont pas dignes d'un vrai responsable. Il faut d'abord admettre qu'il y a crise, il faut d'abord admettre qu'il y a un malaise réel au niveau de l'arène, un malaise consécutif aux mesures draconiennes prises par le CNG et qui frappe un certain nombre de lutteurs. Je pense notamment à l'acte de guerre qui a eu à être délesté de plus de 8 millions de francs CFA, Gris Bordeaux plus de 5 millions, Balagaï de plus de 5 millions, sans compter les lutteurs qui disputent des combats préliminaires qui ont également été touchés par ces sanctions pécuniaires. Monsieur le Président, depuis 24 ans, vous nous coupez notre argent, nous cotisons les assurances, nous achetons les licences. Où est notre argent? Il a dit qu'il ne nous rend pas compte. Alors que les droits finances nous permettent de demander notre dû. Selon ces acteurs de la lutte sénégalaise, la sortie du président du CNG est maladroite. L'accusation de vol, ce n'est pas un injure. Le vol, c'est la définition d'un acte. Le vol, c'est l'usurpation ou la soustraction frauduleuse d'une chose d'autrui, sans son gré. Il se situe dans l'article 311 alinéa 1 du Code pénal. Donc, il doit savoir qu'il ne parle pas avec des moins que rien. Lui, il doit prouver que l'argent, depuis 24 ans, l'argent, je l'ai mis ici, je l'ai mis par là, avec des pièces justificatives. À mon avis, ce n'est pas la bonne posture. Le CNG, par le biais de sa personne morale, le président Alioune Sarr, ne devait pas répliquer via les médias. Je pense que la meilleure posture pour le président, c'était tout simplement d'essayer de voir comment concilier les différentes parties. Parce que c'est lui le président, c'est lui le patron, et s'il y a une crise dans une famille, je pense que la meilleure façon de régler cette crise-là, c'est d'appeler tout le monde autour d'une table et non pas de répliquer ou bien de menacer. La lutte sénégalaise en ébullition ces derniers jours, la ponction des cachets est passée par là. Les lutteurs soutiennent ne plus supporter cette injustice. Nos tentatives pour avoir la réaction du CNG sont restées vaines. La dernière page de ce journal consacrée à la culture, le Dakar 2018 bat son plein. Les artistes rivalisent de créativité. Le sculpteur Balandao met en valeur l'arbre et la femme dans ses œuvres d'art. Il nous fait voyager dans une forêt sacrée et met en exergue les arbres dans leur sacralité, la valeur de la femme africaine et les réalités de l'Afrique dans le mystique, qui occupe une place importante dans la vie des populations. Balandao déplore la déforestation et invite les citoyens à préserver les ressources forestières. Allons à sa découverte avec Yamakoli. L'artiste sculpteur Balandao revient dans cette 13e édition de la Biennale à travers une exposition intitulée La femme et l'arbre. Ainsi, il nous invite à un voyage imaginaire dans une forêt sacrée avec ses sculptures gigantesques. Parler de la femme et parler de l'arbre, c'est essayer de faire une comparaison entre la femme et l'arbre. Donc, essayer aussi de profiter à mon trompe-l'œil parce que moi, dans mes réalisations, je n'ai pas fait l'école des beaux-arts. Dans mes réalisations, je réalise par rapport à mon trompe-l'œil. Donc, c'est un peu comme ça que je me suis sculpté et meunier des matériels